Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go4Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go4Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous ? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast qui fait participer les DRH à partager leur expérience. Et aujourd'hui, j'accueille Sophie Oblansky, qui est DRH de Contexte et qui va nous parler du sujet suivant, communication et émotion. Quelles sont leurs places dans l'entreprise? Vaste sujet. On va avoir l'occasion de creuser un petit peu tout ça. Et vous allez voir, Sophie a peut-être pas mal de conseils, de partage d'expériences à apporter à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais avant de se plonger pleinement dans le sujet, bienvenue Sophie, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour. Je suis Sophie, donc je suis DRH chez Contexte aujourd'hui. Mon parcours m'a permis de travailler dans des environnements en croissance, dans des environnements d'abord plutôt dans le secteur de la tech, pardon, de gérer des transformations. Mon parcours m'a permis cela, puisqu'en fait, comme j'étais dans des entreprises en pleine croissance, m'a permis de gérer des projets de transformation, d'accompagner des équipes, des collectifs et de développer des projets stratégiques RH. Je suis rentrée dans le monde des RH par le recrutement. J'affectionne beaucoup le recrutement. Je pense que c'est assez stratégique de bien recruter, notamment dans des phases de croissance comme ça. Et ce qui me plaît et ce qui me motive au quotidien, c'est d'être dans la relation, dans les recrutements, d'être dans la relation avec les managers, de créer des relations pour faciliter aussi les échanges et d'accompagner un peu le collectif et d'accompagner beaucoup le collectif pour qu'on réussisse collectivement et que chacun se développe harmonieusement. Et alors pourquoi aujourd'hui tu as choisi le sujet de la communication et des émotions? Ça fait 20 ans que tu es DRH, j'imagine que voilà, c'est aussi tes expériences qui t'ont amené là, mais pourquoi aujourd'hui ce sujet qui finalement, alors les émotions, ah, on n'en parle pas, c'est mal, mais pourquoi aujourd'hui ce sujet? Effectivement, on n'en parle pas, ou en tout cas, on a du mal à les accueillir en entreprise. Choisir ce sujet, pour moi, en tant que DRH, c'est assez majeur. Si on veut s'atteler à une entreprise où les choses se disent, où les individus peuvent s'exprimer, il faut aussi réussir à accueillir leurs émotions. Dans l'entreprise, on vit des transformations, on vit des challenges et ça touche l'individu. Et réussir à parler de ce qui touche, réussir à évoquer les choses sous le prisme des émotions, je pense que c'est un vrai enjeu pour l'entreprise. Ne pas avoir peur d'exprimer son incompréhension, le fait d'être parfois choqué ou d'être heureux. Je pense que c'est une base aussi pour créer un cadre de sécurité psychologique. Et moi, pour moi, derrière, je pense que ça crée des relations plus simples et plus authentiques. Mais je pense que c'est un vrai enjeu pour les entreprises, ouais, de cadrer tout ça et de permettre en fait cette sécurité de vivre en entreprise, quoi. Mais finalement, ce sujet de la communication et des émotions, j'ai envie de dire, c'est presque un sujet, basique, quoi. On communique au quotidien, on vit des émotions au quotidien. Pourquoi aujourd'hui, c'est un challenge en entreprise? Et c'est pas que toi, qui l'évoque, comme étant un challenge, hein, enfin, avec les nombreuses personnes, RH ou pas des RH du tout d'ailleurs, quand on en discute, c'est un vaste sujet. Pourquoi aujourd'hui c'est un challenge?
Je pense qu'il doit y avoir, des peurs, des fonctionnements, culturels, qui laissent pas la place, toujours à ça et parfois sans s'en rendre compte, on rentre dans une façon, de fonctionner, qui est un peu plus, formelle et on s'interdit, parfois de penser, plus avec son cœur, avec ses tripes. On est un peu plus dans la tête quand on rentre, dans le monde de l'entreprise et c'est un système, qui s'est un peu construit comme ça. Aujourd'hui, je pense que laisser un peu plus, la place à l'aide de s'exprimer, c'est vertueux pour l'entreprise. Et alors, comment, toi, ça se passe aujourd'hui dans ton entreprise ou peut-être même tes précédentes entreprises? Comment toi, tu favorises, finalement, cette communication et cette expression, des émotions? Se dire les choses, montrer l'exemple, dire «je», se former à des techniques, de résonance, de CNV, partager, aussi ses accomplissements et créer, dans le collectif aussi des moments où on peut se parler vraiment. Nous, on a parfois des thématiques, qui reviennent régulièrement dans nos sondages, INPS, on interroge régulièrement les collaborateurs et quand on voit qu'il y a une thématique qui crée, du trouble, on n'hésite pas avec, Jean-Christophe, notre PDG, influence aussi, beaucoup et je trouve ça très bien. On n'hésite pas à créer des espaces, avec des thématiques précises pour, faire parler les gens, communiquer autour, des choses qui ont pu les heurter ou sur lesquelles ils peuvent avoir des questions. C'est assez fréquent, chez Contexte de créer des espaces de parole où on va partager, sur, des thématiques assez précises et souvent, le mode opératoire, il est un peu le même. Heu, on dit le sujet et on laisse un tour de table et on essaye de mettre un cadre. On met un cadre au début de ces moments de parole où, chacun peut dire, voilà, quel est le cadre de sécurité qui va me permettre de dire les choses. Souvent, ce qui revient, c'est, parler en jeu, c'est, hem pouvoir dire, les choses sans se sentir jugé, donc juste, parfois poser sa parole. Heu, on dit aussi qu'on ne peut pas répondre à tout, qu'on est là pour écouter, vraiment écouter et parler en jeu, c'est vachement important parce que finalement, quand, la personne, dit, ben, voilà ce que ça a provoqué chez elle, c'est un peu, voilà, c'est posé et puis c'est tout quoi, il y a pas de négociation quoi. Donc ça, c'est important de réussir à créer ce cadre-là et ça nous arrive assez souvent, d'organiser, des temps de parole comme ça où il y a un tour de table qui va se faire, assez naturellement. Donc c'est pas forcément, de la transparence, mais c'est plus, ne pas avoir de tabou parce que je pense que quand, il y a des tabous en entreprise, les choses invisibles après elles prennent, de la place. C'est pas très bon pour, la dynamique collective quoi. Et c'est quel genre, de thématiques que vous pouvez aborder? Ça va être des changements à venir, des choses qui se sont passées, qui ont inquiété les gens? C'est sur en fait, comment vous choisissez un peu les thématiques que vous allez aborder? Parce que, enfin, il y en a 1000. J'imagine qu'il faut bien choisir parce qu'on peut pas se faire ça, tous les vendredis matins. Non. Comment en fait tu gères ça? C'est vrai que c'est alors en plus, ça pourrait pas possible de faire ça, tous les vendredis matins parce que je pense qu'après derrière ça nécessite aussi un suivi. Donc les thématiques, alors ça peut être en collectif, toute la société ou alors, plus par équipe. Donc ça peut être, comment améliorer, la relation de travail dans une équipe, comment, certaines, situations ont pu endommager, parfois la mécanique de l'équipe. Donc on peut avoir, un peu des médiations qui vont se mettre en place où on va discuter autour de comment on fait mieux équipe ensemble, comment, de façon, les individus, communiquent, alors soit, avec, un membre de son équipe ou avec son manager et cetera. Donc ça arrive, assez souvent. Et après en collectif, ça peut être, on a envie de reparler, des récents, départs ou alors on a envie de reparler, de la réorganisation d'une équipe, on a envie de reparler de la transformation, qui a eu lieu dans tel département. Voilà, ça peut être, assez varié. Sur, les départs, par exemple, on a eu un moment où on s'est dit, tous ensemble, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche
pour bien communiquer sur les départs? Quel est un petit peu le cadre que Contexte, se pose sur, voilà, la communication sur les départs? C'est toujours un petit peu un challenge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Et cetera partager en fait un cadre en disant: «Bah, voilà, on sollicite votre avis», donc on utilise aussi, ce protocole, chez Contexte. On sollicite l'avis sur, des démarches, qui touchent tout le monde en fait. Mettre un cadre pour permettre, de donner, suffisamment de visibilité et en même temps, que ce soit accessible en fait, qu'il y ait pas, des choses qui soient un peu floues et qu'on comprenne en fait un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc si je récapitule, quand vous avez ce genre d'échanges qui sont, finalement, enfin, toute entreprise vit des changements, au quotidien qui peuvent inquiéter, qui peuvent créer des non-dits, des fausses informations. Vous prenez les gens, voilà, donc vous faites un moment d'échange où il y a toute l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 50 personnes, hein, c'est ça, Sophie? Non, on est 120 chez Mais vous arrivez à mettre 120 personnes, autour de la là, table sur ou les comment vous départs, faites? ouais. Sur les Ouais? départs, on était une quarantaine, une cinquantaine. Après, je pense à ça parce qu'effectivement, c'est être dans la relation, même quand on parle de sujets, qui sont difficiles. Mais on fait aussi, dans le cadre des recrutements, on fait aussi, des moments comme ça de partage où, toutes les personnes, qui ont vu le candidat font un débrief, au manager, mais oral. En fait, on est, entre 8 et 10 à participer au recrutement, d'un nouveau candidat et en fait, on prend le temps de dire, voilà, sur les 3 candidats, je pense que par rapport à la dynamique de l'équipe, par rapport à ce que recherche, Contexte en termes de valeurs, moi, j'ai plutôt, ce candidat-là et en fait, on débriefe sur les différents entretiens tous ensemble et c'est assez puissant parce que tous ensemble, on donne son avis, on dit aussi, vraiment, «je», on est impliqué dans des prises de décision, qui peuvent être parfois un peu pas cachées parce qu'en fait, on cherche pas à cacher en entreprise, mais juste, on décide certaines choses et on partage pas vraiment, sa décision. Là, on cherche, vraiment à créer un environnement où, où les choses se disent où, on peut partager et on peut aussi exprimer, son avis. Ensuite, derrière, c'est le manager qui va décider pour ce sujet du recrutement, par exemple. Donc en fait, oui, on a des moments assez souvent, on a des moments, de partage, vraiment à l'oral parce que je pense en plus que l'oral, l'écrit, c'est pas du tout, la même dynamique et en fait, partager à l'oral sur des sujets, variés en fait. Ça peut être, les départs parce qu'on sent qu'il faut parler des départs. Ça peut être, le recrutement, ça peut être, les prochains événements qu'on a envie d'organiser. Ça peut être aussi, comment, décider, ça peut être aussi comment, se former sur faire les bons feedbacks, quel feedback, j'ai fait, récemment, qui a été utile. Heu, voilà. On a un petit peu les moments d'échange. C'est pas forcément toute la société, mais ça peut être des équipes et parfois, quand on estime que ça touche, c'est transverse, c'est un sujet transverse, on pose le sujet, en collectif. Moi, ce qui me marque quand je t'écoute, c'est que il y a plein de moments d'échange. Déjà, c'est génial, mais au-delà de ça, en fait, c'est pas de la descente d'informations. Parce que dans beaucoup d'entreprises, en fait, quand il y a des communications, que ce soit sur les départs, sur un changement quel qu'il soit, de la vision et cetera, c'est très descendant. Et quand je t'écoute, en fait, c'est plutôt du participatif où même si on est nombreux, chacun peut s'exprimer. Donc en fait, j'entends qu'au démarrage, on pose un cadre pour que chacun, se sente, bah, ait cette sécurité psychologique comme on l'appelle, se sente, libre d'exprimer, de pas forcément justifier, mais juste de partager aussi ce qu'il pense et ce qu'il ressent, ses doutes, ses peurs, ses échecs. Donc ça, c'est génial. Mais une fois que tu as posé le cadre, comment ça se passe? Parce que, tu vois, je me mets dans la peau de plein de DRH ou DG qui diraient: «Mais attends, Sophie, là, ce que tu vas faire, ça va partir en cacahuète, tout le monde va exprimer, un peu ses peurs et puis, en fait, on va créer une sorte d'endiguement global où finalement, s'il y en a un qui est négatif, bah, en fait, ça va gangréner sur tout le monde». Comment tu gères ça?
Oui, il peut y avoir, ces craintes-là et un peu, on peut utiliser, des méthodologies qu'on peut utiliser, en médiation ou en formation de coaching. Moi, j'ai été, formée à créer, des cadres où, voilà, les choses vont se dire, mais dans un cadre aussi respectueux. Donc on peut utiliser, pour, pas recadrer, parce que c'est pas vraiment le terme, mais réinsister sur, le cadre de confiance. L'idée là, c'est pas, de juger, l'idée c'est pas, d'être sur la défensive, c'est dire alors la CNV elle est très forte pour ça. C'est dire, ce que moi ça m'a fait, ne pas être dans l'accusation. Comme on prend le temps de mettre le cadre avant, généralement, il y a pas ces débordements-là, quoi. Quand on dit au début de la réunion, «Posons un cadre de sécurité qui va permettre, à cette discussion d'être constructive», quoi. Voilà, je crois aussi en l'intelligence collective et cetera. Donc quand on pose un peu ce cadre, les débordements, ils se font rares et si jamais il y a quelqu'un qui est un peu pris dans son émotion, on peut lui dire, heu: «Toi, qu'est-ce que ça te fait à toi?» L'idée là, c'est pas d'être dans le conflit, quoi, c'est d'essayer d'avoir une parole, vraie, juste, d'exprimer, ce qu'on a ressenti, mais on est un collectif, qui doit réussir à travailler ensemble donc voilà, ça c'est important de rappeler ça si jamais, ça arrive, quoi. Et de faire confiance, quand même. Faire confiance et quand l'intention, elle est bien posée, pourquoi on fait ça? Quand on explique, ce qu'on a envie de tirer de cette conversation, je touche du bois là, mais on arrive à avoir, des discours qui sont, réfléchis, posés et tout et d'ailleurs, souvent à la fin de ces moments, faut remercier aussi moi je remercie aussi, le collectif d'être, assez mature pour poser ça, quoi. Donc je pense que cadrer, en amont et pas recadrer, mais dire à certains moments, «N'oublie pas, ce qui est important, c'est de dire "je", n'oublie pas d'avoir une parole, constructive» et cetera et moi, en tant que DRH, je suis vigilante à ça, quoi. Aussi bien, quand c'est une conversation en collectif à 50 que quand c'est des coachings, à plusieurs personnes, ou des médiations où parfois on peut avoir, des choses qui sortent un peu parce que pas bien, parce qu'on est touché en fait, par, l'émotion qui nous traverse, quoi. Donc, redire, qu'est-ce que tu as envie de dire vraiment au fond? Tu peux dire: «Je suis en colère», tu as le droit de le dire, mais reste sur toi, quoi. Pour le coup, dans ces moments d'échange, vous récupérez donc de l'information, autant dans, les émotions qui sont vécues, les inquiétudes, les peurs et cetera. Peut-être, j'imagine aussi, ça dépend du cadre, hein, qui a été posé, mais peut-être aussi des idées, des points de vue différents, donc ça permet à chacun de s'exprimer. Donc le but premier finalement, c'est, de mettre à plat les choses, que tout soit dit et qu'il y ait pas de non-dit qui reste, un peu flottant. Mais suite à ça, vous faites quoi? Parce que quand on s'est exprimé, s'il y a pas d'action derrière ou si on a entendu mais qu'on n'agit pas, on tombe dans la déception. Ouais, c'est un vrai enjeu ensuite de donner un rythme et de donner, des réponses. Donc, on se met un peu en mode projet derrière. Quand il y a eu des moments comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Alors on peut dire on ne va pas répondre à tout, mais il faut répondre et donc on se met souvent en mode projet derrière et comme dans un projet, ben, on suit un calendrier, des échéances, on communique, au fur et à mesure des choses, on ça nous permet aussi, en tant qu'RH, de reclarifier des cadres, de reclarifier, des process, de les repartager, parce qu'on s'est dit: «Bah, tiens, peut-être qu'ils sont dans notre notion, mais en même temps, ils sont pas communiqués, à tous, comment on fait pour former, sensibiliser sur ce cadre-là?» Comment aussi on le fait, accepter par le collectif. Donc nous, on essaye, toujours au maximum de récupérer des informations sur ce cadre. Comment, vous le pensez? Comment, est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer des choses? Donc on sollicite, l'avis, des collaborateurs sur ces cadres. Là, je pense à ça comme ça, récemment, on a eu pas mal de demandes de temps partiel, des personnes qui veulent, avoir une journée, par semaine, pour faire autre chose, quoi et en fait, on a défini un cadre qui permet en fait,
d'avoir la conversation autour de j'ai besoin de ce temps partiel, donc qui je vais voir, avec qui je discute, qui décide à la fin, oui ou non du temps partiel, est-ce que c'est un temps partiel ad vitam aeternam ou est-ce qu'on pose un cadre autour de ce temps partiel et on se dit bah on va faire ça 3 mois, est-ce qu'il y a des discussions, donc vraiment définir un peu ce qu'est ce cadre du temps partiel, comment je peux le demander, à qui j'en parle et à la fin, qui prend la décision, quoi. Et en fait, on a posé ça j'ai écrit une fiche dans Notion et en fait, je l'ai partagée, au collectif dans Slack en disant, «Bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce cadre?» Et les gens ont répondu. Je leur laisse une semaine. Il y a des choses, que je peux rajouter parce que je trouve que ça fait sens ou pas et ensuite je dis: «Bah, voilà, maintenant ça, c'est le cadre, autour de la prise, du temps partiel, chez Contexte». Et c'est comme ça maintenant, qu'on a décidé de le mettre, en place, parce qu'en fait, c'est des réalités. Alors c'est un exemple, hein, mais c'est des réalités, d'entreprise aujourd'hui, heu les personnes, peuvent avoir envie à un certain moment, de faire un peu autre chose et c'est OK et comment le faire et comment rendre le truc, transparent, qu'on communique bien dessus, qu'on évite ensuite derrière, «Ah oui, mais lui, il a eu le droit et pas moi» et cetera. Donc c'est permettre, un cadre de sécurité à tout le monde, un process, équitable, transparent, partagé et qui vit ensuite parce que les gens, ils ont eu aussi, la possibilité de s'exprimer dessus, quoi. Et je vais me Ça, faire c'est l'avocat, du diable, Sophie, mais là, tu parles, d'effectivement de responsabiliser en demandant, en faisant appel à l'intelligence collective, en faisant des échanges, pour voilà, mettre à plat les choses. Mais alors, il y en a qui vont me dire: «Non mais attends, ça prend un temps de dingue, le résultat derrière, c'est le même, que celui que moi je ferais toute seule dans mon coin et puis bon, on n'a pas besoin d'autant communiquer, c'est de la surcommunication, c'est pas bon». Donc il y a cette notion de temps, et de collectif qui, pour certains, pourraient être challengés. Alors, bien sûr, pas mon fond de pensée, mais je te challenge sur le sujet quand même. Qui est challengé? C'est challengé, effectivement. Moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent, même dans le cadre du recrutement, là, la sollicitation d'avis: «Oh, c'est long, c'est un process assez long» et cetera et parfois, dans mon équipe, RH, on peut avoir ça. On se dit: «Ah, bah, tiens», on peut avoir ce réflexe-là. On dit: «Ça va prendre du temps» et cetera. Mais moi, je crois quand même que les changements et alors le sujet, des RH, ça touche, tout le monde. Le fait d'impliquer, les collaborateurs, dans ces process, dans ces cadres, dans ces décisions, ben, on parle à un collectif d'adultes donc après, on a fait un bilan un peu des sollicitations d'avis et cetera. Une sollicitation d'avis en moyenne, je crois qu'il y a une quinzaine de répondants donc mais c'est super déjà, il y a 15 personnes. En moyenne, il y a 15 personnes qui vont répondre. Donc on répond aussi pas à ce qu'on veut, mais on répond, pas à tout, on peut passer du temps, sur certains sujets qui nous touchent plus que sur d'autres, moi je pense que tu as raison. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, c'est un investissement en temps, mais pour que, le chemin, et que le collectif, vive mieux, je pense que c'est important de prendre ce temps. Oui, et puis après, tu redonnes une part de responsabilité, aussi aux gens. S'ils n'ont pas répondu à ta demande, ben, c'est que voilà, ça ils ont pas été impliqués, donc après ils peuvent pas critiquer le système ou le process, ou en tout cas, on pourra faire un plan d'amélioration ensuite. Mais bien sûr qu'effectivement, c'est pertinent et puis, tous tes échanges, en collectif, ça permet d'éviter des bruits de couloir, ça permet, de laisser, grandir et grossir des peurs, des doutes, des peines, et donc ça, en fait, ça a un impact ultra fort sur le long terme, mais c'est clairement du temps à prendre, c'est clair. Mmh. Et au-delà de ça, moi, j'ai la question de la dynamique un petit peu, que j'entends en fait que tu impulses. Est-ce que tu es toute seule à impulser ça ou est-ce que, comme tu le disais, tu as ton DG, derrière qui est beaucoup en soutien? En fait, d'où ça vient cette culture un peu de la communication, du partage d'émotions et de transparence dont on se parle depuis tout à l'heure? Je pense que ça vient plus de mon DG, qui a cette envie-là et qui, insuffle ça.
Et après derrière, on s'est retrouvés, sur ça. Mais, c'est vraiment dans l'envie de Jean-Christophe de faire fonctionner, ce collectif comme ça. Et après, le CODIR, est sensibilisé à ça et certains membres du CODIR adorent, d'autres moins, mais en général, quand même, c'est aussi, porté par les directeurs, quoi. Ouais, c'est fait au niveau, global, notamment CODIR, en fait. Ouais. C'est incarné et je sens, tu es la première à le faire dans l'incarnation du jeu, dans aussi t'être formée sur pas mal de sujets, tu parlais de la CNV, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est la communication non violente. Si ça vous parle, c'est effectivement une super méthode et je rebondis sur ce sujet de la médiation que tu as évoqué tout à l'heure et on n'a pas creusé, mais je trouve ça intéressant de s'y pencher. Enfin, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais dans la médiation? Qu'est-ce que toi t'apportes, notamment dans ces sujets de communication et d'émotion dont on se parle depuis tout à l'heure? Alors quand je suis sollicitée pour, aider, les gens à rentrer en relation ou à créer un cadre entre eux de confiance, les permettre de mieux, collaborer, j'utilise les techniques de médiation. Donc moi, j'explique bien que je suis là pour, en neutralité, pour écouter les points de vue individuels, et puis, de permettre, au système, alors ils peuvent être 2, ils peuvent être 3, ils peuvent être 4, ils peuvent être 5, de trouver un compromis, en fait, pour que ça se passe mieux. Et là aussi, en fait, la CNV, ça aide, de recadrer en mode, voilà, hein, faisons un retour, qui peut être une CNV, en disant, voilà, moi, ce que ça m'a fait, ça, et comment, demain, j'ai envie que ça se fasse. Donc, utiliser cette technique-là. Moi, parfois aussi, j'utilise, la technique de la résonance. Donc, quand j'écoute quelqu'un, de façon, vraiment, entière, je peux lui poser des questions sur, enfin, qu'est-ce qui me touche ou qu'est-ce qui me marque quand j'entends la personne, me dire certaines choses? Et donc je lui fais une résonance. Ça je peux l'utiliser, dans le cadre d'une médiation. Je peux l'utiliser dans le cadre du coaching. Je suis pas là pour, répondre à sa place. Je suis là pour faire un pas de côté, quoi. Quand c'est individuel ou quand c'est une médiation, collective. Et je suis là pour être vraiment neutre et permettre ce lien de parfois pas se recréer parce que ça serait c'est un peu bizarre, mais peut-être trouver, un autre lien, sortir, peut-être, de de l'interprétation aussi, voilà. Donc je vais poser des questions et je vais essayer de faire un pas de côté et à la fin, l'objectif, d'une médiation, c'est quand même qu'on ressorte avec une feuille de route, où on s'est dit: «Bon, bah, voilà, la prochaine fois, on fait comme ça, le compromis qu'on peut trouver, c'est ça. Moi, je prends ma part sur ça et moi, je prends ma part sur ça». C'est pas: «Et toi, tu prends ta part sur ça», c'est: «Moi, je prends ma part, moi, je prends ma part». Chacun, sort avec, aussi un peu, ouais, des actions, et une attention aussi envers l'autre, quoi. Je pense que ça, c'est important. Parfois, on oublie aussi que l'autre n'est pas, soi et on comprend pas toujours, ses moteurs, ses motivations et cetera. Et ça me fait penser aussi à parfois, on peut utiliser, Processcom ou, Moving Motivator, pendant ces moments, là. Ce sont des outils qui peuvent permettre aussi de faire comprendre à chacun que les motivations intrinsèques, ne sont pas les mêmes et que, les profils, ne sont pas les mêmes, quoi. Mmh. Que je trouve, assez puissant, chez toi, c'est que finalement, tu pas été, réellement en fait, formée sur enfin, tu as eu des petites formations en coaching, en médiation et que c'est assez intuitif chez toi et surtout que les gens viennent te chercher, dans l'entreprise, en fait, de ce que je comprends, c'est plutôt, quand même les collaborateurs qui viennent à toi pour te demander justement, une aide, communicationnelle ou résolution de problèmes. Ça veut dire que tu l'incarnes, en fait? Alors, je sais pas si ça veut dire ça, mais peut sans doute, en tout cas, ils se sentent en confiance. Parfois, ils me disent: «Ah mais quand même», mais après finalement, ils y vont quand même. Donc je l'incarne et je pense qu'au fond, il doit y avoir un truc de
une énergie positive à faire ça, quoi. Je pense qu'ils doivent se rendre compte que, enfin, moi, j'adore faire ça. Donc il doit y avoir quelque chose, d'une dynamique, qu'ils aiment bien, et cetera. Et je pense que, oui, c'est pas que j'ai pas peur, en fait, de poser les sujets et puis de dire, moi, ce que ça m'évoque, et cetera. Donc il y a sans doute, quelque chose chez moi un peu d'intuitif, comme tu dis, à parler, vrai, incarner une forme de communication un peu directe, je pense. Il doit y avoir, un peu de ça et puis, derrière, comme, je rappelle toujours, le fait, que moi, c l'idée c'est de faire en sorte que ça s'arrange, que, je suis là aussi pour les aider, pour les accompagner, pour leur dire les choses. Ça doit aider en effet. Après effectivement, c'est plutôt quelque chose, d'intuitif que j'ai fait assez naturellement, dans toutes mes expériences professionnelles. On vient me chercher, les managers viennent me chercher pour aider parce qu'ils se rendent compte que ça aide vraiment et après, je peux me former un tout petit peu à côté et tout ça, mais c'est quelque chose qui est un peu intuitif, ouais. Mais ça m'a aidé quand même d'aller, faire des formations, en coaching ou en médiation ou apprendre des méthodologies, de résonance, de CNV. Ça m'a aidé aussi à mettre un cadre méthodologique, quoi, autour de ce qui me semblait naturel. Si je récapitule, tu incarnes quelque chose, notamment dans la communication, le partage des émotions. Tu te formes, j'imagine que aussi tu formes les autres et de par aussi ce que tu montres et ce que aussi ton codir, montre et dans la posture aussi qu'ils ont, forcément ça découle aussi sur le collectif de l'entreprise qui, au global, va développer sa communication et notamment la communication des émotions. Donc pour le coup, on pourrait encore en discuter longuement, mais on arrive déjà au terme de cet échange. Mais j'aimerais quand même te poser cette dernière question que je pose à tous les DRH qui est: quel conseil tu aimerais donner aux RH et DRH qui nous écoutent, sur le sujet de la communication ou des émotions ou, un conseil plus large que toi tu portes au quotidien et qui t'aide à avancer? Je pense que, je sais pas si c'est un conseil, mais, prendre, le temps, d'écouter, l'individu, le collectif, faire confiance, à son organisation, aux gens qui la composent. Voilà, ça c'est quelque chose, pour moi en tout cas, que je m'applique à suivre, dans ma pratique, de DRH. Faire confiance aussi que les choses, il y a toujours, des solutions et se faire confiance aussi, à soi-même. L'intuition, l'émotion, c'est moi j'utilise, ce pouvoir-là régulièrement, en entreprise. Ouais, se faire confiance avec ça. Je pense que si on incarne, vraiment ça et que, on arrive à être, authentique vraiment et même à être, vulnérable vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Merci pour, ce bon conseil, Sophie. Merci pour ton partage aussi aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que l'échange avec Sophie vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH et surtout, merci beaucoup, Sophie, pour ces 30 minutes passées ensemble. Merci beaucoup, Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.